Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle émission consacrée à la politique de la ville. La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. Cette politique a été initiée en France il y a une trentaine d'années. Ses principales orientations se décident depuis 1988 au sein du comité interministériel des villes. Présidé par le Premier ministre, cette instance gouvernementale arrête les programmes et en répartit les moyens. Compte tenu de sa grande diversité d'interventions, pour répondre au cumul des difficultés qui touchent ces territoires, la politique de la ville nécessite une action interministérielle et partenariale tant avec les autres ministères, services de l'État et organismes publics qu'avec les collectivités territoriales et leurs partenaires, les entreprises, les habitants et les secteurs associatifs au niveau national comme au local. Plusieurs mesures et dispositifs se sont ainsi succédés et superposés depuis une trentaine d'années, et pour qu'elles atteignent son objectif initial de réduction des inégalités territoriales et d'action en faveur des quartiers en difficulté, la politique de la ville devrait être réformée. Cela se traduit par la promulgation de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine le 21 février 2014. Parce qu'on en entend souvent parler sans vraiment savoir de quoi il s'agit, on a donc décidé de réaliser cette émission d'information sur la politique de la ville. On accueille aujourd'hui M. Sylvain Dentu. Bonjour. Bonjour, adjoint au maire de Corbeil-Essonnes. Monsieur Dentu, bonjour et bienvenue. Merci. La politique de la ville est mise en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre d'un contrat. Donc, monsieur, pouvez-vous nous expliquer un peu le cadre contractuel de la politique de la ville ? Bien sûr. Donc le contrat de ville va au-delà de ça. C'est un contrat de ville qui est solidaire, de nouvelle génération, qui fait effectivement issue de la promulgation de la loi Lamy du 21 février 2014, liée à la programmation pour la ville et à la cohésion sociale. C'est un contrat de ville qu'on appelle solidaire. Pourquoi ? Parce qu'il va intégrer un autre échelon que celui de la ville. Il intégrera l'échelon communautaire, à savoir pour nous la communauté d'agglomération Seine-Essonne, avec la ville de Corbeil au centre, qui a les besoins majoritaires en termes de politique de la ville, et 4 satellites, donc les 4 autres villes qui composent l'agglomération. Le contrat va s'inscrire sur 6 ans, 2015-2020, avec des crédits qui seront annualisés après différentes évaluations des actions. Et il faut savoir que ce nouveau contrat de ville est assez unique en son genre parce qu'il rallie 3 grandes composantes qui sont la rénovation urbaine, donc la réhabilitation des quartiers, avec les bailleurs sociaux, donc au niveau de ces logements, la gestion urbaine et solidaire de proximité, petite évolution par rapport à la gestion urbaine de proximité qui était avant. On ajoute un volet qui s'appelle le volet social, donc une dimension vraiment très humaine, et ensuite tous les préceptes liés à la cohésion sociale. Donc il y a 4 grandes dimensions fondamentales par rapport aux autres versions de la politique de la ville. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait de la politique de la ville depuis 30 ans. Il y a eu différents dispositifs qui sont venus se superposer, s'empiler sur ce qu'on appelle le droit commun, donc les choses légales liées à l'institution et au bien public. Et ce contrat va être signé donc en tripartite avec le maire de la ville, le président de l'agglomération, l'État, mais aussi tous les partenaires. Donc on reviendra, je pense, dessus sur la dimension partenariale. Mais ce qu'il faut certainement retenir, c'est les 4 dimensions fondamentales sur ce nouveau contrat de ville, à savoir la remise à plat de la géographie prioritaire, donc à savoir quel quartier a besoin d'avoir ce dispositif politique de la ville, ce ou ces dispositifs, il y a des actions. Un contrat de ville vraiment unique de nouvelle génération, avec différentes nouvelles règles. L'engagement également d'un nouveau programme national de renouvellement urbain, qui va permettre de donner un nouveau souffle au bâti des bailleurs sociaux, des projets de résidentialisation, la création de lieux publics, que ce soit culturels, sportifs, aussi bien des parcs, et surtout une dimension qui est très capitale et qui est importante, qu'on peut mettre en avant, et au-delà de tout, c'est la participation des habitants. D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est la priorité par rapport à dans l'ancien contrat. Tout à fait. Et donc, vous m'avez parlé de différents signataires du contrat. Quel rôle précisément joue chacun Donc, dans les contrats de ville solidaires, chacun a sa part et a sa pierre à apporter à l'édifice. Le but d'un contrat de ville, quand on a une notion de partenariat, c'est d'interconnecter tous les partenaires. Les partenaires pourront être des partenaires institutionnels, les bailleurs sociaux, les transporteurs, la CAF, l'éducation nationale, les missions locales, les conseils généraux, régionaux, villes, agglomérations, donc tous ceux qui prêtent une offre par rapport aux habitants.
On peut avoir aussi des privés qui peuvent s'associer à nous. Mais le but, c'est de mettre en adéquation l'offre et le besoin. Et le besoin est lié au tissu associatif, est lié aux habitants, donc ceux qui utiliseront ou qui utilisent déjà les dispositifs. Le but, c'est de coordonner et de réduire encore une fois la fracture sociale. D'accord. Et merci. Et comment vous vous êtes rendu compte en fait que finalement il y avait un manque du côté de la participation des habitants, on va dire. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il manquait ça? La voix des gens, elle est vraiment importante. À un moment donné, quand on fait de la politique de la ville, on ne peut pas imposer les choses aux gens. Il faut mettre une notion de co-construction. La co-construction, c'est donner la parole aux gens, mais à tout le monde. Essayer de porter aussi les voix silencieuses, ceux qui ne s'expriment pas. Il ne faut pas forcément donner la voix toujours aux mêmes personnes. Il y a des gens du tissu associatif qui sont dans différentes thématiques, mais à un moment donné, tout le monde ne s'exprime pas. On a des sportifs, on a des associations de locataires, on a des associations qui font aussi de l'ASL, des ateliers sociolinguistiques. Donc on a un maillage très riche. Et sur notre comité d'agglomération, on a donné la parole aux gens en faisant des assises. Donc le propre des assises, c'est que tout le monde est assis, qu'il y a un animateur et qu'on donne la voix aux gens sur un serre-fil et sur un fil conducteur. Et les gens nous ont dit qu'à un moment donné, la rénovation urbaine, c'est bien, mais il faut aussi concerter. Il faut aussi voir si ça correspond à tout le monde, si la rue doit se faire avec ce sens ou l'autre, s'il faut faire plus un équipement sportif qu'un équipement culturel, s'il faut voir s'il y a des actions et des dimensions, je veux dire, sur le matériel. Mais aussi la participation des habitants, elle permet d'exprimer le besoin, de savoir ce dont ont besoin les gens. Autre que matériel. Autre que matériel, voilà. Donc il faut vraiment voir que la participation des habitants, elle va sur le volet matériel, certes, parce qu'il faut penser son quartier de demain, mais il faut aussi accompagner le quotidien. Et il faut, encore une fois, réduire les fractures et que tout le monde trouve sa place dans notre société. Et le but de la politique de la ville, c'est ça. C'est donner les moyens et mettre en adéquation l'offre et la demande. Comme on vient de le voir, la loi du 21 février 2014 pose le principe de la co-construction de la politique de la ville avec les habitants. Dorénavant, tous les dispositifs, contrats de ville et projets de renouvellement urbain devront être conçus et pilotés en associant les citoyens concernés. C'est la première fois que les habitants sont directement associés à la démarche contractuelle. Donc, Monsieur Dantu, vous m'avez parlé tout à l'heure de ces conseils, en fait. J'aimerais savoir à quelle fréquence ont lieu ces conseils de quartier maintenant. Alors, les conseils citoyens n'existent pas encore. Nous sommes en train de les préparer. La fréquence est une question qui va au-delà de la constitution de tout ça, mais j'allais dire, il faudra les réunir autant de fois qu'il le faudra. Dès qu'il y aura une thématique, la voix des gens, ce sera une voix de consultation, mais quand je dis co-construction, c'est aussi de validation. Le but de ces tables citoyennes, ce sera de donner le pouvoir aux gens de voter, de s'exprimer et de prendre en main leur destinée par rapport aux fonds publics qui seront associés à différentes actions. Donc les représentants de ces conseils citoyens seront des gens élus dans des collèges. Il y aura un collège habitant, il y aura un collège associatif, un collège qui est lié aussi aux représentants des jeunes, aux représentants des seniors. Donc il faut aussi qu'il y ait une vraie parité et que ce soit juste. Pour que ce soit juste, il faut que ce soit homogène. Donc un tirage au sort sera prévu pour que les gens puissent vraiment apporter leur pierre à l'édifice. Et il y aura aussi, par rapport à la loi l'AMI de l'égalité sociale, une dimension qui est importante, c'est l'égalité femmes-hommes. À un moment donné, il faudra qu'il y ait autant de femmes que d'hommes pour la construction du devenir de demain, de leur ville et de leur quotidien. Vous nous parliez tout à l'heure de voix silencieuses. Donc de ces personnes qu'on n'entend pas forcément et qu'on voit pas forcément. Comment vous allez faire en fait pour informer ces gens-là? Comment vous allez faire pour communiquer avec vraiment tout le monde et même ces voix silencieuses comme vous dites? Par rapport aux rencontres qu'on fait sur le terrain, parce qu'on va sur le terrain, on est proactif, on rencontre pas mal de gens et au fil des discussions, on s'aperçoit que des gens sont isolés. Donc l'isolement, il peut être par plusieurs niveaux. Les gens n'ont pas forcément envie de descendre, n'ont pas forcément envie de s'exprimer et il y a toujours des gens qui ont des voix plus fortes que d'autres. Pour informer ces gens-là, des partenariats vont être faits, notamment avec les bailleurs sociaux. Et à chaque quittance de loyer, on associera un petit flyer qui préviendra la population qu'il y aura une thématique à traiter, une réunion. Et on invitera les gens comme ça.
Après, dans les discussions qu'on a eues, dans les rencontres que nous avons faites durant ces assises, des associations ont ces thématiques-là. Les ASL, par exemple, voient différentes personnes, aident différentes personnes qui sont aussi des voix silencieuses et peuvent les orienter après vers le conseil citoyen, donc vers cette possibilité de s'exprimer. Après, un accompagnement pourra être fait, mais on aimerait vraiment se baser sur le tissu associatif qui maille vraiment et qui interconnecte toutes les dimensions. D'accord. Donc les personnes seront conviées via les quittances de loi, etc. Mais vous me parliez aussi tout à l'heure de personnes qui allaient être élues, etc., qui vont se présenter assez représentatives de tout le monde. Moi, je veux aussi parler de, à ce moment-là, est-ce qu'on va aussi toucher ces voix silencieuses? Peut-être que des personnes voudront être élues, etc., mais ne seront peut-être pas au courant. À ce moment-là, comment vous allez communiquer ça? Alors justement, de mettre un petit flyer, une petite information avec la quittance de loyer pourra déjà donner une invitation à participer à la table citoyenne. Okay. On fera aussi de la communication institutionnelle pour avoir de l'appel à candidature. Donc, dans les médias institutionnels comme le journal de la ville, le journal de l'agglomération ou encore les sites internet. Mais je pense que le bouche à oreille fera beaucoup plus d'effet pour récupérer le maximum de personnes. Et encore une fois, on accompagnera les gens, on présentera ces gens-là. Quand le tirage au sort se fera, il sera fait avec le maire de la commune et avec certainement le préfet délégué à l'égalité des chances ou son représentant pour qu'il y ait une vraie équité. D'accord. Les thématiques en fait qui vont être choisies, elles vont être choisies par les personnes élues? Dans le cadre de la politique de la ville, les tables citoyennes devront aussi être animées. Donc il n'y aura pas des élus politiques. Quand je parle des élus, ce sont bien des élus représentants de la population et des habitants, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, dans le cadre de la rénovation urbaine, une maison cœur de projet verra le jour. Et à l'intérieur, on aura justement donc des thématiques qui arriveront au fil du temps. La rénovation urbaine se fera, donc des thématiques liées, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, au changement du visage du quartier, s'il faut faire une résidentialisation ou pas. Le but de l'animateur, ce sera de mettre autour de la table les gens qui vont décider, mais aussi les gens qui vont apporter les informations et justement le fil de l'histoire pour pouvoir choisir. Dans les différentes thématiques, on va suivre bien évidemment l'ossature du contrat de ville avec les différentes orientations stratégiques qui ont déjà été validées, comme le cadre de vie, le transport. Les thématiques seront aussi choisies pour savoir si le quartier dans lequel on vit est assez bien maillé, s'il nous amène bien d'un point A à un point B en fonction des besoins des gens. On parlera aussi de la création d'emplois, de l'insertion, de la prévention, de la sécurité. Donc on a vraiment toutes les thématiques de vie qui composent le quotidien des gens. Il y a des accès sur la santé, des luttes contre la précarité. On va aussi parler du parcours éducatif, parce que souvent les besoins sont vus et enregistrés dès l'école, qui est la porte d'entrée la plus simple dans la vie d'un quartier. Et on traitera aussi des actions liées au sport, à la culture et aux loisirs. Très bien, donc il y a déjà plein de thématiques qui existent et qui seront abordées en fonction des besoins. Et il y aura possibilité que d'autres thématiques apparaissent? Bien sûr. D'accord. Le but d'un contrat de ville, c'est de faire aussi de l'amélioration continue. Donc c'est de se mettre dans une boucle de qualité pour améliorer le quotidien. Donc tout sujet d'actualité est aussi traité et en fonction des décrets, de l'avancement et de la vie du quartier, il y aura des nouveaux sujets à traiter. Et toute personne, et c'est là la plus-value de la co-construction, c'est d'apporter une thématique, d'apporter une pierre à son édifice pour le bien commun. D'accord. Donc du coup, les conseils, ils ne seront pas faits de façon automatique et régulière, mais ce sera en fonction des besoins. Il y aura certainement un calendrier qui sera de manière régulière. Je vois mal un conseil citoyen ne pas avoir une fréquence régulière, peut-être une fois par trimestre, peut-être une fois tous les 2 trimestres. Mais à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait une base, une routine, et après, des choses exceptionnelles s'il y a des sujets qui arrivent en fonction du projet de ville. D'accord, donc il y aura des sujets qui seront abordés, qui seront discutés avec les habitants et avec les élus représentants. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Alors, ils seront échangés, discutés, mais ils seront surtout validés, jalonnés, mesurés par les habitants. C'est une dynamique qui sera faite suivant la logique, faite pour les habitants, par les habitants. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer, dans le concret, comment on doit faire un porteur de projet ou une association qui souhaite s'investir dans le domaine politique de la ville, donc, en participant peut-être à ses conseils, mais par une autre manière aussi? Tout type d'association peut s'inscrire dans la politique de la ville. La politique de la ville, c'est très vaste.
On traite différentes thématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si je peux prendre l'exemple d'une ASL, une association pour faire des ateliers sociolinguistiques, ça rentre typiquement dans la dimension de la politique de la ville. Le porteur de projet, lui, va s'inscrire. Il faut qu'il y ait une cohérence avec différents axes. Et une ASL qui pourra donner des cours, qui pourra aider à l'apprentissage et au fonctionnement de notre société, et puis à devenir un citoyen, pourra vraiment s'inscrire, porter un projet qui sera après instruit par une cellule qui a été mise en place. Et après, taper à la porte donc, de l'accès ou des différents financeurs pour que l'action se réalise. D'accord. Imaginons que moi, je suis une personne... je parle pas très bien français. Je maîtrise pas très bien l'écrit. J'ai du mal avec Internet, j'ai du mal avec les différents médias, etc. Et que je veuille monter un projet et que je ne sois pas accompagnée, je vais avoir un peu de mal quand même à faire tout ça, à monter le projet, le présenter, etc. Et pourtant, imaginons que j'ai vraiment un projet, une bonne volonté, j'ai constaté des problèmes et je veux y apporter des solutions. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec les moyens que j'ai? C'est pas un peu difficile pour moi? Alors, c'est toujours difficile de monter un projet, parce que quand on veut faire ne serait-ce qu'un dossier de subvention, il y a des feuillets très classiques, des fois très compliqués, avec 10 pages, 15 pages à remplir. Le but, ça a été pour nous de trouver le moyen de simplifier les demandes de projet. Donc de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie cœur de projet. Donc nous avons à la ville et à l'agglomération des personnes dont c'est le métier, qui sont là pour prendre votre demande, vous aider à constituer un dossier, vous aider à mettre les indicateurs pour le mesurer et vous aider à aller chercher les subventions. Donc ça a été aussi la plus-value de ce qu'on arrive à faire dans le cadre de la politique de la ville. Simplifier les actions pour les porteurs de projets et les aider à ce que les projets se réalisent pour la population. Donc du coup, il y a un accompagnement pour vraiment toute personne qui se présente? Oui. D'accord. Un numéro unique et un guichet unique. Très bien. Merci beaucoup. On va recevoir maintenant Monsieur Mathurin, préfet délégué à l'égalité des chances. Monsieur Mathurin, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les domaines d'intervention de la politique de la ville? Alors, la politique de la ville, tout d'abord, si vous me donnez une minute, il faut d'abord que je puisse vous dire d'où cela vient. D'accord. Il y a eu, dans les années 90, une prise de conscience des pouvoirs publics que ce qui est apparu au départ comme étant un progrès dans le mode d'habitat des personnes, ce qu'on appelait les grands ensembles, qui, des années 60-70, pouvaient poser quelques difficultés dans leur fonctionnement par rapport à la vie quotidienne, et puis par rapport globalement aux enjeux de cohésion sociale, mais aussi de tranquillité publique. Alors, ces grands ensembles ont été construits sur l'ensemble du territoire national dans les années 60-70 parce qu'il y avait une crise du logement. Et donc ça a été très vite. On a d'abord voulu loger les personnes, l'hébergement vraiment d'abord, et on a peut-être moins pensé comment cela va vivre, et comment au quotidien, ces grands ensembles vont faire en sorte que les gens puissent vivre. Donc il y a eu dans les années 90 ce qu'on appelait des émeutes urbaines, quelques difficultés, qui ont fait en sorte que les pouvoirs publics se sont posé la question du comment vivre ensemble dans ces grands ensembles, et peut-être même, parce qu'ils avaient vieilli entre-temps, comment faire en sorte qu'ils puissent être rénovés. Notamment à Vaux-en-Velin, il y a eu des difficultés, et le président de la République de l'époque, était François Mitterrand, a créé un ministère de la politique de la ville, en 1990. Alors aujourd'hui, la politique de la ville, c'est essentiellement une politique des quartiers populaires. C'est-à-dire des quartiers où vivent nos concitoyens qui ont des difficultés, et notamment en termes de revenus, qui peuvent aussi être en situation de chômage, et en tout cas beaucoup avec des logements sociaux. Mais pas que ça. La politique de la ville aussi, c'est une politique des quartiers pour faire en sorte que les jeunes puissent être en situation d'être mieux accompagnés dans d'abord l'éducation, formation initiale. Donc nous avons un dispositif qui s'appelle la réussite éducative. Donc, faisons en sorte que les enfants qui sont dans les quartiers populaires
qui peuvent avoir quelques difficultés à l'école, qui ont été repérées, nous puissions leur donner un coup de pouce, un appui, un renforcement dans leur pédagogie. Nous avons mis en place des programmes dits réussite éducative dans un certain nombre de quartiers pour accompagner ces jeunes, en plus de l'école. Et la politique de la ville, c'est aussi l'accompagnement des jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. La mission locale, les missions locales, souvent sont soutenues par des actions financées par la politique de la ville. Et puis, la politique de la ville, c'est la rénovation urbaine, puisque nous avons des grands ensembles qui ont mal vieilli, donc il faut souvent démolir, reconstruire, repenser autrement, en mieux, pour que ça soit plus vivable, donc certainement avec une approche urbaine plus moderne, plus petit collectif, moins grand ensemble. Donc, c'est aussi une action importante que nous avons vue par exemple au Tarterets, beaucoup de démolitions, de la reconstruction. Ça, c'est la politique de la ville. Et puis enfin, je termine par là, la politique de la ville, c'est aussi financer les actions pour faire en sorte que les habitants puissent être acteurs de leur propre vie. Donc nous finançons des actions auprès des associations. Associations de quartier, pour par exemple faire en sorte que les personnes, notamment autour de la parentalité, puissent être plus dans le lien social. Nous finançons aussi des actions vis-à-vis des acteurs du monde de la culture, l'éducation artistique, puis des actions aussi autour du sport. Bref, faire en sorte que dans les quartiers populaires, il puisse y avoir un renforcement du lien social. Voilà, donc moi je suis le préfet chargé de vérifier que tous les financements, à la fois pour la rénovation urbaine, pour la réussite éducative, pour l'animation dans les quartiers, pour l'emploi, pour faire en sorte que tous ces financements puissent être évidemment utilisés à bon escient, efficacement. Voilà. La politique de la ville, c'est la politique des quartiers. Donc finalement, ça touche vraiment à tous les domaines, éducation, urbain, toutes ces choses-là. Oui. Alors, les services de l'État sont mobilisés pour la politique des quartiers, les services de l'État qui s'occupent de l'aménagement, de la rénovation urbaine, les services de l'État qui s'occupent de la cohésion sociale, les services de l'État qui s'occupent du sport, de la jeunesse, puis de l'emploi. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces services puissent travailler en bonne harmonie. Mon rôle, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. Voilà. Alors moi, je ne joue pas d'un instrument moi-même. Vous avez plusieurs services qui ont plusieurs actions sur les quartiers. Et mon travail, c'est de vérifier que leur travail se conduise en bonne coordination et en harmonie. Et puis, évidemment, chef d'orchestre, c'est celui aussi qui peut être amené à faire du recadrage. S'il y a une dissonance, s'il y a un dysfonctionnement, à prendre des décisions, d'arbitrage vis-à-vis de tel ou tel acteur, remettre tel ou tel acteur dans les objectifs qui ont été assignés. Donc j'ai aussi ce rôle évidemment de contrôle. Voilà. Donc moi, j'ai le préfet de département, nous avons reçu pour le département de l'Essonne une enveloppe. Donc je suis chargé, avec mon collègue le préfet de l'Essonne, faire en sorte que nous puissions, avec les communes, avec les communautés d'agglomération, bien sélectionner les projets qui vont être financés dans le département de l'Essonne. Alors chaque acteur, chaque association peut présenter un projet. D'ailleurs, je le dis pour vos spectateurs, téléspectateurs, vous pouvez télécharger sur le site de l'Accès le formulaire de demande de subvention. Tapez politique de la ville, subvention, vous trouvez très vite, je pense, le formulaire. La politique de la ville, la politique des quartiers, donc, est une politique de partenaires. Et le premier partenaire de l'État, c'est la commune. La commune a le maire, le
conseil municipal, ils ont des actions évidemment, gestion de la cité, de gestion des quartiers. Pour nous, ce sont des partenaires privilégiés, à la fois dans la rénovation urbaine et dans l'animation, la création de liens sociaux. Partenaires importants aussi, ce sont les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, puisque évidemment, c'est avec eux que nous conduisons la rénovation des bâtiments, que nous aussi agissons au quotidien pour faire en sorte que dans un quartier, la gestion urbaine de proximité puisse bien fonctionner. Les problèmes souvent les petits soucis, mais qui peuvent être des problèmes de tracasserie de la vie quotidienne. Les poubelles, quand ça fonctionne mal, ça peut poser des problèmes évidemment un peu pénibles pour les habitants. Vous avez les problèmes aussi de propreté. Tout ça, nous travaillons ça avec les bailleurs et avec les communes. D'accord. Donc finalement, la dimension partenariale, ça vous apporte quoi? Le fait de faire remonter des problèmes? Alors, la dimension partenariale nous amène le fait de voir un problème en transversalité. Donc, c'est-à-dire, plusieurs acteurs se mettre ensemble autour d'un même projet. Vous avez un quartier, vous avez un micro-quartier, un îlot. Il peut y avoir des difficultés, par exemple, des problèmes de tranquillité publique dans ce quartier. Les voisins qui se plaignent. Si vous allez voir le maire, il aura une vision des choses. Le bailleur aura une autre vision. L'État, notamment les services de police nationale, peuvent avoir encore une autre vision des choses. Ce qui est important, ce qui peut être intéressant, c'est que tous ces acteurs-là, puis le service social, si vous allez voir les services sociaux, ils auront une autre approche des choses. Donc ce qui peut être important et ce qui peut être intéressant, c'est que l'ensemble de ces acteurs, qui ont une vision différente du problème, puissent faire un diagnostic partagé. Et donc nous faisons ce que nous appelons des diagnostics en marchant. Là, nous réunissons la mairie, le bailleur social, des acteurs de l'État, notamment le délégué du préfet. Nous avons des habitants aussi, parce que c'est eux qui vivent quotidiennement la vie du quartier, et nous marchons, les services marchent. Et ils détectent, comme cela, des problèmes de fonctionnement, propreté, discutent avec les habitants sur tel ou tel point de vue du recoin de tel ou tel quartier, les problèmes qui peuvent apparaître, et on fait un diagnostic en marchant partagé, une vision globale. Et ensuite, du coup, si le diagnostic est partagé, la solution qui va être apportée sera une solution globale, qui intégrera à la fois la vision de la police, mais pas seulement la vision de la police, qui peut aussi intégrer la vision du travailleur social, qui intégrera aussi la vision de la mairie, mais pas seulement de la mairie, intégrera aussi la vision du service de l'État. Voilà, donc, ce qui est important dans la politique de quartier, la politique de la ville, et mon travail, c'est de faire en sorte que cela fonctionne, c'est qu'il y ait une approche partagée, une approche globale par rapport aux problèmes. Et souvent, quand ça ne fonctionne pas, quand il y a des difficultés dans un quartier, c'est que les acteurs qui sont chargés d'accompagner les habitants, de faire vivre ce quartier, ne fonctionnent pas assez bien entre eux. Il y en a un qui dysfonctionne. Et le diagnostic n'est pas assez partagé. Donc si j'ai bien compris, en fait, le fait d'avoir des partenaires, ça apporte une pluralité de regards, en fait, qui évite d'être subjectif et qui donne une objectivité et qui prendra en compte chaque facette du problème. Tout à fait. Avec un partenaire important qui a été, je pense, encore aujourd'hui négligé, qui est l'habitant. La politique de la ville, c'est un des reproches qu'on peut lui faire jusqu'à présent, a été souvent une politique mise en œuvre par des spécialistes, par des professionnels de l'habitat, professionnels du social, professionnels de l'éducation. Mais les habitants eux-mêmes qui vivent le quartier n'ont pas été assez mis au cœur de la construction de la politique de la ville. On fait pour eux, mais on ne fait pas tellement avec eux, et en tout cas, ils ne sont pas eux-mêmes co-acteurs de la politique de la ville. C'est la raison pour laquelle il y a une nouvelle loi qui a été votée très récemment, qui vise à mettre en place des conseils citoyens. C'est obligatoire. Dans tous les quartiers, nous allons avoir des conseils citoyens qui doivent avoir un fonctionnement autonome,
avec les habitants. Donc ce n'est pas une copie du conseil municipal, ce n'est pas un lieu de débat politique. Le débat politique, c'est au sein du conseil municipal. Le conseil citoyen, c'est un conseil des habitants, où nous devons donner aux habitants les moyens d'avoir une propre expertise sur la vie du quartier. Et donc ça, c'est un challenge pour nous. C'est vraiment un élément qui me semble important dans la nouvelle génération de la politique de la ville, ce qu'on appelle les contrats de ville. Nous sommes en train de signer des contrats avec tous les partenaires dont je vous ai parlé. Oui. Nous sommes en train de travailler sur ces contrats de ville. Et vraiment, ce qui est majeur par rapport à ce qui s'est passé ces 20 dernières années, allons-nous réussir ou pas à faire en sorte que les conseils citoyens, c'est-à-dire les habitants, puissent devenir acteurs des solutions à trouver pour faire vivre les quartiers. Et donc, cela veut dire leur donner les moyens aux habitants de faire un diagnostic et leur donner les moyens, en complétant évidemment leur propre expertise de leur vie, avec des professionnels autour, mais pas pour, mais autour des habitants, au sein de ce conseil de quartier, de trouver aussi des solutions. Pour que, évidemment, on puisse concrètement se dire, ce quartier il va bien vivre parce qu'il y a une prise de conscience citoyenne. On ne peut pas faire à la place de ceux qui vivent les quartiers. Et donc ça, c'est une erreur. C'est un reproche qu'on peut faire à la politique de la ville précédente. Elle ne mettait pas assez les habitants au cœur de l'action quotidienne et de la démarche à construire. Donc il y a la dernière loi, la loi de 2014, la loi Lamy, qu'on appelle la loi Lamy, François Lamy qui était ministre à l'époque, qui vise à dire il faut des conseils citoyens et il faut que les citoyens soient au cœur de la politique de la ville. Ça, c'est un élément important. Donc finalement, pour faciliter ça, on met les habitants, les citoyens au cœur de la politique et on leur rajoute des outils, un accompagnement et des dispositifs qui leur permettent de mener à bien leurs projets, de soulever les problèmes auxquels ils font face tous les jours. Oui, parce que nous pensons que si un conseil citoyen, par exemple, en apportant des éléments à ce conseil citoyen, pense et co-construit avec l'ensemble des acteurs un projet, je prends l'exemple d'un parc. Il faut un parc au cœur d'un quartier. Mais il faut qu'il fonctionne bien. Bon. Alors, si les habitants sont au cœur de ce projet, nous pensons que nous arriverons ensemble, les professionnels et les habitants du conseil citoyen, à faire un projet non seulement, évidemment, qui sera efficace, qui, par rapport aux enjeux des professionnels, notamment moi, coûtera le moins cher possible, parce qu'il faut évidemment faire des économies, mais qui surtout sera, après, une fois que le parc sera construit, sera bien pris en compte dans la vie quotidienne des habitants, parce qu'en fait, ce sera leur projet. Et donc, les grosses erreurs de la vie quotidienne seront probablement évitées, et il y aura une appropriation par ces habitants de ce parc. Et donc, ce ne sera plus le parc de la mairie ou le parc de l'État qui a été mis là pour eux, comme ça, et puis ensuite, débrouillez-vous pour faire vivre ce parc. Non, ce sera leur parc, le parc du quartier, pensé avec le conseil citoyen, et nous pensons que, en fait, ce parc-là, co-construit avec les habitants, sera plus durable qu'un parc qui aura été mis là, pensé par d'autres. D'accord. Voilà. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon travail de préfet, j'essaie de faire en sorte que nous puissions donner les moyens aux associations de quartier. Faire vivre un conseil citoyen, ce ne sera pas simple. Parce que vous pouvez avoir les habitants qui se disent moi, conseil citoyen, la chose publique, ce n'est pas pour moi. Et puis vous avez des habitants qui, eux, peuvent se dire tiens, un conseil citoyen, ça peut peut-être être pour moi une stratégie de pouvoir pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif politique, tactique. Or, c'est pas ça un conseil citoyen. Parce que la politique, c'est bien, mais ça doit se faire au conseil municipal. Le conseil citoyen, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'il soit concentré sur la vie du quartier.
et non pas des enjeux de pouvoir. Donc l'enjeu va être là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse pouvoir apporter des outils pour que même les habitants qui se sentent un peu éloignés de la chose publique se disent, ben oui, moi je vis ma ville, je vis mon quartier, le parc, finalement, pour prendre mon exemple de parc, je vais l'utiliser avec mes enfants, je peux avoir quelque chose à dire sur le projet de rénovation de ce parc. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et si nous réussissons cela, de mobiliser les habitants sur la vie de leur quartier, et notamment la rénovation de leur quartier, je pense que nous allons pouvoir à la fois, évidemment, faire ce qu'on appelle un renforcement de la conscience citoyenne, qui est important dans notre pays, donner un sentiment d'appartenance, et aussi faire en sorte que le lien social, notamment s'il y a des difficultés, ça peut arriver qu'on peut avoir telle ou telle difficulté avec tel ou tel voisin, mais s'il y a le conseil citoyen, le lien social peut faire en sorte que des solutions puissent être trouvées au niveau du quartier, pour faire en sorte que les gens puissent mieux vivre ensemble. Donc moi, j'y crois, moi. D'accord. Et donc, il y a deux enjeux. C'est qu'il faut que les habitants se sentent concernés et il ne faut pas que ça devienne quelque chose de politique. Dans le concret, comment vous allez faire pour pas que ça arrive, ces deux choses-là? Alors, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la loi. Donc, et la loi dit donc vérifier effectivement que le conseil citoyen soit un conseil des habitants. Donc nous avons mis en place avec les municipalités donc un dispositif d'aller chercher, d'abord il fallait chercher les habitants, donc un travail vraiment de pédagogie, d'information, il y a eu des tracts qui ont été produits, et puis nous allons aller chercher les habitants pour qu'ils soient candidats. Donc il faut créer beaucoup de candidatures et aller vraiment chercher, faire du porte-à-porte, aller chercher les habitants pour qu'ils soient beaucoup du candidat. Et puis ensuite, donc, un tirage au sort. Voilà, c'est ce que dit la loi. Donc c'est ce que nous allons proposer aux maires, aux communes. Et ensuite, donc, donner des moyens. Voilà, donc, notamment la politique de la ville, donc moi, donner des moyens pour financer la vie des conseils citoyens. Qui puissent avoir un local, qui puissent pouvoir bénéficier d'une expertise, qui puissent pouvoir donc bénéficier aussi de logistique. Bon, voilà. Donc ça, ce sera mon travail. Et puis avec les collectivités locales, avec les communes, parce qu'on ne va pas faire sans les communes. Évidemment, il faudra que ce soit quelque chose pour lequel les maires puissent apporter leur savoir-faire, leur appui, leur accompagnement. Et puis mon travail sera aussi de faire de la pédagogie, notamment vis-à-vis du conseil municipal. Puisque le conseil citoyen, pour le conseil municipal, peut apparaître comme un concurrent un peu. Ah tiens, le conseil municipal se dit, mais il y a une partie du pouvoir de décision qui peut peut-être partir au conseil citoyen. Donc notre travail, c'est de dire, non, et la loi le dit clairement, le conseil citoyen est un outil de proximité qui doit donner son avis sur, évidemment, la vie du quartier, qui doit apporter des solutions concrètes dans une approche partagée, mais il n'est pas là pour faire à la place du conseil municipal le travail du conseil municipal. Donc je devrais faire de la pédagogie vis-à-vis des maires par rapport à cela. Et donc, forcément, conseil citoyen, pour qu'il ne soit pas dans des logiques trop d'enjeux de pouvoir, pour qu'il soit vraiment dans une logique de partage par rapport à un projet, les habitants devront changer assez souvent, peut-être tous les 3 ans. Très bien. Finalement, en 2014, on a eu un nouveau contrat qui est apparu. Et il y a eu une redéfinition, en fait, des quartiers prioritaires. Sur quels critères, maintenant, vous vous êtes basé pour identifier ces quartiers? Alors, avant 2014, nous avions 2500 quartiers qui étaient concernés par la politique de la ville. Alors, nous nous sommes dit, donc l'État, le législateur, après, que si on voulait bien faire, il fallait probablement se concentrer sur les quartiers qui en avaient le plus besoin. Donc concentrer les moyens sur les quartiers qui en avaient le plus besoin. Alors,
quels critères prendre pour sélectionner les quartiers qui en ont le plus besoin. Le critère qui a été choisi, c'est le critère du revenu par foyer et par an. Donc c'est en fonction du revenu sur un quartier, moyenne des revenus sur un quartier, que nous avons choisi 1300 quartiers au niveau national. Donc, le gouvernement a sélectionné 1300 quartiers au niveau national. Pour le département de l'Essonne, donc, nous avons 38 quartiers, alors qu'avant il y avait 60 quartiers, 38 quartiers, 24 communes concernées. Donc ce sont les quartiers les plus pauvres, celles qui ont besoin le plus d'aide, le plus de solidarité, pour faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Donc ça, évidemment, c'est le rôle de la puissance publique, de faire en sorte que chaque citoyen de notre territoire puisse avoir les mêmes chances, quel que soit l'endroit où il vit. Donc, nous avons choisi les quartiers les plus pauvres pour mettre des moyens renforcés en cohésion sociale, en rénovation urbaine, en développement économique et pour l'emploi, pour faire en sorte que chacun puisse avoir les mêmes opportunités. Voilà, donc c'est une ambition importante, hein, mais c'est le destin de la France, c'est ce que la France a choisi d'être dans le monde, c'est ce que la France a choisi de dire au monde. Nous pouvons construire un pays où il y a à la fois la liberté, l'égalité et la fraternité. Finalement, avec ce nouveau critère, il y a des quartiers qui faisaient l'objet de ce dispositif avant et qui ne le font plus maintenant. On estime que les problèmes sont réglés dans ces quartiers ? Alors, on estime que les problèmes peuvent être réglés ou que dans ces quartiers, les problèmes qui restent à régler peuvent se résoudre avec les moyens locaux. C'est-à-dire que dans un quartier, vous avez une commune. Bon, il y a des communes qui sortent d'ailleurs de la politique de la ville, en particulier en Essonne. Bon. On considère que la commune, elle a suffisamment de moyens pour pouvoir gérer toute seule les problèmes de ces quartiers. Les 1300 quartiers dont je parle, ce sont les quartiers où l'État se dit, en plus de la commune, en plus de la solidarité locale, il faut aussi de la solidarité nationale. La commune toute seule n'y arrivera pas, donc il faut que nous, on puisse l'aider. Nous, l'État, en plus. Une autre question, quels sont les objectifs en fait derrière l'élaboration de ce périmètre unique ? Parce que tout a été harmonisé, synthétisé, et c'est quoi le réel objectif derrière ça ? Alors c'est vrai qu'avant, pendant 20 ans, il y a eu plusieurs zonages de la politique de la ville. Puis on n'y comprenait plus rien. Il y avait les US, les zones urbaines sensibles. Il y avait donc des zones aussi donc liées à problèmes donc plus sociaux. Il y avait des zonages qui avaient été mis en place aussi par d'autres acteurs, notamment fiscaux. Bon, bref, on n'y comprenait plus rien. Donc, ce que se sont dit les acteurs de la politique de la ville, c'est qu'il fallait avoir une lisibilité de la politique de l'État. Alors, quel était le sujet ? Le sujet, c'est le quartier populaire. Et donc, on va se concentrer sur un périmètre unique autour du quartier populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier populaire ? Un quartier populaire est caractérisé par le revenu moyen des foyers. Voilà. Et donc, on fait simple. Donc, l'État, pour renforcer l'égalité des chances dans ce pays, va mettre les moyens complémentaires, supplémentaires, pour les 1300 quartiers les plus pauvres. Et donc, c'est simple. Est-ce que ce bonus comprend aussi des dispositifs d'aide dans l'accès, dans l'insertion professionnelle, par exemple ? Alors, c'est une question très importante que vous posez, puisque, en réalité, dans les quartiers, si nous rénovons les quartiers, c'est plus joli, c'est plus propre, ça vit mieux, si nous faisons en sorte qu'il y ait une bonne animation d'associations, on donne les moyens aux associations pour vivre, il faut faire des comités des fêtes, etc. Mais si il n'y a pas de développement économique et d'emploi, s'il n'y a pas d'insertion professionnelle, tout ça ne sert à rien. C'est clair. Donc, l'axe stratégique sera évidemment celui de l'insertion sociale et professionnelle, et en particulier de la jeunesse.
C'est la raison pour laquelle nous avons, pour les quartiers populaires, des conventions particulières avec, par exemple, les missions locales, mais aussi avec le Pôle emploi, pour faire en sorte que les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi que nous finançons, il y ait une partie qui soit consacrée au quartier. Et que nos partenaires, la mission locale, le Pôle emploi, puissent nous le prouver, c'est-à-dire le tracer. Quels sont ces dispositifs? Il y a un dispositif donc, d'accompagnement vers l'emploi qui s'appelle les emplois d'avenir. L'emploi d'avenir, c'est un outil donc, pour les jeunes qui sont sans qualification ou qui sont avec des diplômes mais qui n'ont pas encore eu une première expérience professionnelle. Nous demandons à la mission locale et au Pôle emploi de faire en sorte qu'il y ait au moins 30% des emplois d'avenir qui soient réservés pour les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Vous voyez ? Autre exemple, pour les jeunes toujours, qui sont en insertion sociale et professionnelle, à travers les missions locales, donc nous finançons des actions particulières, ce qu'on appelle les actions collectives, quelque sorte de coaching, et demandons aux missions locales donc de bien veiller à ce que ces actions puissent bénéficier à un certain pourcentage de jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc il y a avec la politique de la ville, notamment dans le domaine de l'emploi, une discrimination positive, territoriale. Puisque dans ce pays, et c'est la devise de la République, il ne peut y avoir de discrimination positive que territoriale. Donc, en l'occurrence, pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le domaine de l'emploi, nous demandons à ce qu'il y ait effectivement une partie des dispositifs qui soit réservée pour les quartiers populaires. Nous avons aussi un outil qui s'appelle le contrat d'accompagnement à l'emploi, le contrat aidé. Nous demandons au service de l'emploi à ce qu'il y ait une partie des contrats aidés qui soit réservée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Réservée et avec une traçabilité. Nous vérifions que au moins 30% des contrats aidés soient bien réservés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce qui est important, c'est que dans la République, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours, quel que soit évidemment son domaine familial, historique, il y a une égalité. Mais on constate qu'il y a une inégalité territoriale. Et donc nous allons faire plus pour les territoires les plus pauvres, pour les quartiers populaires. Monsieur le préfet délégué à l'égalité des chances, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous pour votre invitation. Voilà, cette émission consacrée à la politique de la ville touche à sa fin. On remercie Monsieur Mathurin, préfet délégué pour l'égalité des chances, ainsi que Monsieur Dantu, maire adjoint délégué à la politique de la ville. Un grand merci également à toute notre équipe. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne internet pour notre prochaine émission. Au revoir.